Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Sandy Abena, plus connue sous le nom d'Abena Africa, fait partie de ces gens solaires qui vous mettent le smile dès qu'ils apparaissent. Je l'ai découverte sur Instagram et j'ai été conquise par son contenu. De l'afroculture bienveillante qui nous permet d'en apprendre plus sur l'histoire afro et sa communauté. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Donc maintenant, prenez votre tasse, installez-vous et dégustez ce moment. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour. Alors, est-ce que je t'appelle Abena Africa, Sandy? Comment je t'appelle? Tu peux m'appeler Sandy sans problème. Il y a des gens qui m'appellent Abna, mais Sandy, c'est parfait. Ok, donc je t'appelle Sandy. Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment très gentil de ta part, surtout que je sais que tu es débordée. Avec plaisir. Donc, la première question signature de ce podcast, tu es plutôt thé ou café? Alors moi, je suis thé et 100% fan de thé. D'accord, ça me va, on se fait une pause thé, ça me va très bien. En plus, j'ai déjà bu 3 cafés aujourd'hui, donc on va arrêter. Moi, j'ai mon petit thé, hein. Je me suis mis dans l'ambiance du podcast, j'ai mon petit thé avec moi, donc on peut y aller. Tu as bien fait. Alors, sur ton blog, abenafrica.com, j'ai découvert que tu étais d'origine guadeloupéenne, alors que je pensais que tu étais née en Afrique. Peux-tu nous parler de ton enfance, où tu as grandi, comment tu étais enfant? Alors, oui, effectivement. Donc déjà, pour rebondir sur ce que tu as dit, il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis née sur le continent africain, mais je suis bel et bien guadeloupéenne, 100%, papa, maman, Pointe-à-Pitre, le moule. Gosier, le moule, pardon. Voilà. Je suis guadeloupéenne, je suis née à Paris. J'ai grandi en région parisienne et j'ai régulièrement fait des allers-retours avec les congés bonifiés qu'on connaît à peu près tous. J'ai fait de réguliers allers-retours entre la France et entre Paris et la Guadeloupe, entre Paris et la Martinique également. D'accord. Et quand tu étais enfant, est-ce que la culture noire avait une grande importance chez toi? Si oui, comment elle se résumait ou non? Alors, le rapport que j'avais avec la culture noire quand j'étais enfant et celui que j'ai maintenant, c'est exactement le même, sauf qu'il s'est amplifié, voire multiplié. J'ai toujours baigné dedans, dans ce rapport qu'on a, nous, en tant qu'Antillais, le rapport qu'on peut avoir ou pas avec le continent africain, le rapport qu'on peut avoir en tant que femme noire ou en tant que femme guadeloupéenne ou en tant que femme guadeloupéenne avec des racines africaines. Il y a tout ce truc-là. Je l'ai eu très tôt avec mon père qui a tout fait en fait pour que nous, donc ces 3 enfants, on ait un rapport assez fier du fait de venir du continent africain, qu'on a un rapport fier de venir de Guadeloupe, puisqu'on a grandi en banlieue parisienne. Et ça se traduisait à l'époque par le fait d'assister régulièrement à des manifestations antillaises, à des réunions antillaises. Le dimanche, il y avait des différents, quand il y avait des festivals, c'était vraiment le fait de parler notre langue, etc. C'est ça en fait que j'ai eu dans mon enfance. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le fait qu'il y ait l'événementiel qui se développe, c'est différent. Mais moi, j'ai toujours été dedans, aller à des expos, aller dans des musées, regarder des films qui parlent de notre histoire. Ça a toujours été très, très présent, en fait, dans mon enfance. D'accord. Alors, tu vois, c'est marrant parce que moi, alors, il y a une partie de mon enfance qui ressemble un petit peu à la tienne, c'est-à-dire qu'à la maison, on avait la culture antillaise, donc je vivais en France, aussi en banlieue parisienne, donc le zouk était très présent. Toute petite, chez moi, on écoutait Kassav, Francky Vincent, des choses comme ça. Ma maman, elle nous parlait créole. Par contre, j'avais pas du tout de lien avec l'Afrique. On parlait pas du tout d'Afrique chez moi, à part de musique africaine, parce que ma mère adorait la musique africaine. Mais c'était le seul lien, on va dire, que j'avais avec l'Afrique étant petite. Et je sais pas pour toi, mais est-ce que tu as eu le sentiment, parce que moi, je l'ai vécu petite, justement petite et même adolescente, mais adolescente, j'étais déjà aux Antilles,
ce, ce rapport qu'a la communauté antillaise avec l'Afrique. Alors, à l'époque, moi, là, je me rapproche des 40 ans. À l'époque, je me souviens que c'était inconcevable de faire un lien entre les Antillais et les Africains. Genre, les Antillais, c'était les Antillais, les Africains, c'était les Africains, il fallait pas tout mélanger. Et c'est vrai que, plus jeune, j'entendais les Antillais de mon entourage parler comme ça, donc pas forcément de ma famille, mais on fréquentait beaucoup d'Antillais en France. Et donc, pour moi, j'ai grandi avec ce truc comme quoi, les Antilles, c'est les Antilles, l'Afrique, c'est l'Afrique. Et c'est vraiment plus grande que j'ai compris que ce discours n'était pas du tout valable. Mais petite, j'avais vraiment ce discours-là que j'entendais tout le temps. Est-ce que toi, tu l'as entendu petite ou pas du tout? Alors, est-ce que je l'ai entendu petite? Écoute, on l'entend encore beaucoup aujourd'hui, malheureusement. Et est-ce que je l'ai entendu? En réalité, je pense que je l'ai découvert en grandissant, peut-être collège, lycée, parce qu'on commence à parler à de plus en plus de gens. On agrandit nos cercles des gens qu'on fréquente, etc. Mais comme je te dis, moi, la manière dont mes parents nous ont présenté notre identité, ont fait qu'on construise notre identité, elle a été directement liée au continent africain. Ouais. Quand on était petit, on allait à l'école, on voyait effectivement d'autres Noirs qui n'étaient pas antillais, et c'était... On connaissait l'histoire qu'il y avait derrière, tu vois. Après, effectivement, quand nous allions en Guadeloupe, quand on allait en Martinique, on avait régulièrement les petites remarques, que ça soit parfois au sein même de la famille, parfois de personnes qu'on entend sur la plage, de gens qu'on rencontre, où on a cette vraie séparation qu'on fait entre les Antilles et l'Afrique. Au lycée, je me rappelle de cette copine martiniquaise qui me disait que n'importe quoi, de toute façon, on n'est pas uniquement d'Afrique, on est un mélange de plein de choses, et l'Afrique, c'est un petit pourcentage parmi tant d'autres. Donc oui, cet état d'esprit, cette mentalité que peut avoir une partie des Antillais par rapport au continent africain, oui. Évidemment, on le connaît, on l'entend et on l'entend encore aujourd'hui. Après, je pense effectivement qu'il y a un vrai éveil qui est en train de se faire. J'ai même pas envie de parler d'éveil parce que pour moi, c'est là depuis bien longtemps. C'est juste qu'on l'entendait moins. Quand je parle de personnes comme mon père, par exemple. Mais je pense que c'est en train de changer. Je pense qu'il y a une vraie conscientisation qui est en train de se faire. Je pense qu'on a de plus en plus de personnalités aussi antillaises au final qui ne renient pas cette partie de leur héritage, cette partie de leur identité. Je pense à Lilian Thuram, je pense à Jalissa Sekhmet, je pense à sur les réseaux Safia Njoylave, Grandeur Noire. C'est des personnes qui ne sont pas nées sur le continent et qui pourtant sont très fières de leurs racines africaines. Donc je pense que c'est vraiment véritablement en train d'évoluer. Justement, à ton avis, pourquoi il y a, et tu le disais, il y a encore des gens aujourd'hui qui ont cette façon de penser comme quoi le lien que nous avons avec l'Afrique est vraiment très minime. À ton avis, pourquoi il y a cette dualité entre ce que l'on veut incarner, c'est-à-dire on n'est pas pareil, et ce que l'on est vraiment, c'est-à-dire qu'au fond, on sait qu'on est pareil. Pourquoi, à ton avis, il y a cette dualité? Pour moi, alors je pense qu'il y a vraiment plein de manières de répondre à cette question, mais celle qui pour moi est la plus évidente, c'est qu'il y a une histoire derrière. Qu'est-ce qu'un Antillais? Un Antillais, c'est le descendant d'une personne qui a été arrachée à sa terre, sa culture, sa spiritualité, sa langue, sa famille, et parfois bien plus, qui a été torturée des années et des années, qui arrivait sur une terre qu'elle ne connaissait pas et qui a eu pendant des siècles et des siècles des plus grandes ignominies que l'espèce humaine ait pu créer. Et donc, à ces personnes-là qui sont absolument détruites psychologiquement, parfois physiquement, on va leur injecter je prends souvent cet exemple, c'est comme tu prends un ordinateur, tu effaces absolument tout ce qu'il y a sur le disque dur, et après, tu lui dis de penser d'une certaine manière. Aujourd'hui, nous, en tant qu'Antillais, on est les descendants de personnes à qui on a dit, de personnes qui étaient cassées, certaines, beaucoup, qui étaient cassées, à qui on a dit l'Afrique, c'est nul. Les spiritualités africaines, c'est nul. Leur science, c'est nul. Le fait d'être très, très noir, c'est moche.
plus tu vas me ressembler à moi, Claire, cheveux lisses, mieux c'est. Il y a toutes ces choses-là. Je sais pas pourquoi ça m'échappe, mais il y a ce discours très célèbre, c'est Lynch, ce discours très célèbre de Lynch. Donc c'était un esclavagiste qui a parlé à d'autres esclavagistes en leur donnant tu sais, comme aujourd'hui on fait des tutos, donc lui il leur a donné tous les meilleures actions à faire sur les populations, sur les Africains réduits en esclavage pour qu'ils obéissent. Et donc il disait tous les points qu'il fallait faire pour qu'ils soient le plus cassés possible psychologiquement et qu'ils leur obéissent. Et donc il y avait tout ce que je viens de te dire, le rapport à la peau, le rapport à le fait de ne pas être solidaire entre eux, qui est j'ai oublié le mot, qui est cette dualité, cette confrontation entre le noir clair et le noir foncé, qui est cette confrontation entre l'homme noir et la femme noire, qui est cette confrontation entre le jeune et le plus âgé. Et en fait, ça, c'est des choses qui ont été injectées, puis qui ont été transmises et transmises. Et ben, à un moment donné, on arrive à ce genre de discours-là. Et c'est ce discours-là qu'il faut aujourd'hui déconstruire et qu'il faut aujourd'hui, et c'est sur ces choses-là qu'il faut aujourd'hui éduquer, qu'il faut partager et qu'il faut changer. Il ne faut pas simplement déconstruire, il faut changer, il faut mettre quelque chose à la place pour changer la mentalité des futures générations. Mais comment on fait pour changer justement ces mentalités après des siècles justement d'endoctrinement? Comment on réussit à dire par exemple à une femme noire, tu es belle, peu importe la tonalité de ta peau, tu es belle. Comment on arrive à faire comprendre à un homme noir que il est autre chose, par exemple dans les clichés qu'un sexe ambulant, et que ça peut être un bon père, que ça peut être quelqu'un d'attentionné, que c'est la virilité, c'est pas que dans la force. À ton avis, comment on fait ça? Écoute, déjà, tu as parfaitement résumé les principaux points qui peuvent aujourd'hui être négatifs sur la communauté. Je pense qu'il y a, une fois de plus, il y a vraiment plusieurs moyens de faire ça. Je peux pas tous les citer, il faudrait qu'on fasse une autre postée. Mais l'une des premières, pour moi, il y a la puissance et le pouvoir de la représentation. À partir du moment où je ne sais pas, à partir du moment où je ne vois pas que c'est possible, à partir du moment où je ne vois pas des personnes réaliser, faire certaines choses, des personnes qui me ressemblent, à quel moment moi je vais penser que j'en suis capable? On a grandi, je vais prendre l'exemple de l'école, moi j'ai grandi en regardant mes livres d'histoire, en regardant mes livres de sciences aussi, et en voyant 100% des savants et des gens qui ont changé le monde qui étaient de couleur blanche. Peut-être que j'ai vu un asiatique ou un turc, je crois, une fois, mais j'ai jamais vu de personne noire qui a créé des choses dans le domaine des sciences. Tout ce que je voyais, c'était les domaines auxquels dans lesquels on aime bien nous voir, c'est-à-dire le sport et la musique. Changer cette narration, changer cette représentation aura un impact direct sur nos enfants. Leur montrer que dans l'histoire, et en ayant ce statut de personnes esclavagisées, parce qu'il y a énormément de découvertes qui ont été faites pendant que certains étaient esclaves ou d'autres pendant des sociétés ségrégées, qu'on a eu des inventeurs noirs. Ouais. Qu'on a aujourd'hui de grands scientifiques noirs, qu'on a aujourd'hui des familles noires avec un bon père de famille, avec des femmes noires qui portent fièrement leurs cheveux naturels et qui est très belle dans le regard de son homme. Je pense qu'il y a une vraie puissance qui sera faite du côté de la représentation, et d'autant plus aujourd'hui avec la puissance que peut avoir les réseaux sociaux, qui est incroyable par rapport au pouvoir médiatique que pouvait avoir la télé il y a encore quelques années. Ouais. On peut vraiment changer les choses, changer le regard, changer les mentalités à travers ce biais-là. Après, il y a vraiment plein de moyens là. Il y a la représentation, il y a l'éducation, créer du contenu. Je parle pas du contenu Instagram, je parle de livres, je parle d'audio, de documentaires qui vont véritablement parler de notre histoire véritable. C'est toutes ces choses-là sur lesquelles on peut travailler et qu'on peut
diffuser et communiquer massivement pour pouvoir changer les choses progressivement. Justement, en parlant de livres qui redéfinissent ce qui est vraiment l'histoire noire, il y a un livre, l'un des premiers livres d'ailleurs que j'ai lu par moi-même, qu'on ne m'avait pas conseillé, c'est Lilian Thuram, Mes étoiles noires. Et c'est un livre très facile à lire. Et c'est vrai qu'en lisant ce livre, je me suis dit, mais si avec ce petit bouquin, qui n'est pas très gros en plus, il y a autant de vérités qu'on m'a jamais transmises à l'école publique française, il doit y avoir ailleurs aussi d'autres sources d'informations qui volontairement ne m'a pas été donnée. Et après, je pense que quand je dis volontairement, pourquoi ? Parce que justement, tu parlais d'histoire qu'on nous a apprise sur les bancs d'école, donc on est toutes les deux d'origine française. Le truc, c'est que je me dis, si aujourd'hui on réécrit l'histoire des Noirs, notamment en France, et tout ce que la France a fait par rapport à cette histoire noire, ça réécrit aussi l'histoire de la France. Et est-ce qu'aujourd'hui la France est capable de se regarder en face par rapport à tout ce qu'elle a fait concernant l'esclavage, la colonisation et tout ça. Donc, c'est un très, très gros sujet. Comme tu dis, il faudrait peut-être une autre pause café. Mais ça remettrait en cause tellement de choses. Et je ne sais pas si la France est prête à ça aujourd'hui. Exactement. Et le cas de la France, c'est un excellent exemple parce que j'entendais récemment Rokhaya Diallo prendre cet exemple-là et surtout faire le parallèle dans le sens où est-ce que la France est prête à ça ? C'est très compliqué parce que pendant très longtemps, elle a réussi à éloigner du débat public, du débat médiatique, toutes les problématiques raciales, parce que contrairement, tu prends l'exemple des États-Unis, les États-Unis, c'est une terre sur laquelle il y a eu un génocide incroyable. Les descendants les descendants de ce génocide ne sont même pas assez nombreux pour réellement parler de ça et pour l'entendre réellement. Donc, une terre sur laquelle il y a eu un génocide, et ensuite, tout le pays qui existe aujourd'hui a été construit par des années et des années d'esclavage par les Européens qui avaient migré sur les populations africaines qui avaient été amenées de force. Donc, ça veut dire qu'ils sont obligés aujourd'hui de gérer la question raciale de front parce que elle est présente et omniprésente dans la société puisqu'elle a été construite de cette manière. Le cas de la France, c'est très problématique parce que la France, il y a cette expression loin du cœur, l'esclavage et la colonisation a toujours été fait hors de l'hexagone. L'esclavage, c'était dans la Caraïbe, c'était interdit sur le territoire hexagonal. Les colonies, c'était en bas, c'était en Afrique, et donc forcément, c'était pas non plus en France. Et donc, pendant très longtemps, la France a pu justement ne pas faire face à cette question. Et c'est vraiment aujourd'hui, et je vais reparler des réseaux sociaux parce que on voit que ils arrivent aujourd'hui à inverser la tendance. C'est aujourd'hui qui sont obligés en fait de commencer à faire un début de discussion autour de ce sujet-là parce que ils se rendent compte que de plus en plus il y a un éveil, que de plus en plus les gens se rendent compte de choses. Il y a un documentaire qui a fait beaucoup parler, que ce soit sur Twitter, que ce soit dans les réseaux. Récemment, c'est un documentaire qui s'appelait Décolonisons, quelque chose comme ça. Décolonisation. Un documentaire comme ça existe parce que à un moment donné, l'espace médiatique français, le PAF français, les journalistes français, les médias français se sont rendus compte qu'il y avait des sujets qui intéressaient et qui interpellaient réellement les gens et qu'il fallait qu'ils commencent à en parler. Quand il y a cette expression qui disent que la télé est l'ancêtre d'Internet, aujourd'hui, les télévisions françaises, les rédactions dépensent des énergies incroyables pour capter l'attention des différentes personnes et comment elles le font, c'est en regardant ce qui se passe sur les réseaux. Et il y a plein de choses qui se passent sur les réseaux et dans le domaine de l'histoire, de la culture, de l'apprentissage, de l'éducation, c'est un sujet qui revient et ils sont obligés aujourd'hui de faire des minimums de sujets dessus. Maintenant, est-ce qu'elle est prête ? Honnêtement, quand je vois le débat public aujourd'hui, je ne le pense pas. Je dirais même que j'ai un petit peu peur que ces sujets-là soient détournés, maltraités, sous prétexte qu'il faut en parler. Mais en tout cas, c'est réellement une question à soulever, effectivement.
Mais je suis totalement d'accord avec toi. Je n'ai pas l'impression que la France soit prête, ne serait-ce que quand je vois ce qui se passe, je vais en revenir aux médias traditionnels parce que tu en parlais, quand je vois par exemple qu'aujourd'hui en France, on a un réel problème avec la représentation noire, tu me diras ce que tu en penses, mais par exemple dans un film, aujourd'hui, jamais tu ne verras un couple de personnes noires. Tu verras une femme noire avec quelqu'un d'autre, une personne asiatique ou une personne blanche, mais jamais deux personnes noires. Et la première fois où en France, j'ai vu un couple noir, c'était parce que c'était le film de Lucien Jean-Baptiste, qui est un réalisateur noir. Donc je pense que c'est la démarche. Lui s'est dit, en tant qu'homme noir, il n'y a pas de mal à ce que ma femme soit noire. Alors que j'ai l'impression que ça pose problème en France. Ou même, je ne sais pas si tu as entendu récemment, donc le film Lupin est sorti, la série Lupin est sortie sur Netflix et la polémique qu'il y a eu parce que c'était Omar Sy qui est noir qui incarnait Lupin. Donc j'ai l'impression qu'on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt et dans cette même veine, il y a récemment Lilian Thuram, t'en parlais tout à l'heure avec son livre Mes étoiles noires, qui fait lui-même du coup la promo de son livre et qui raconte sur beaucoup de plateaux de télé que ce qu'on lui disait quand il était joueur professionnel, joueur de foot professionnel, que quand il venait avec ses copines noires, ses amis le regardaient et disaient mais t'es raciste ou quoi? Tu sors jamais avec des blanches? Et il y a ce truc-là de cet universalisme, je sais pas quoi. Il y a ce truc-là qui fait que on n'est pas encore prêt à voir ça dans le paysage médiatique. Les couples noirs, même les couples parfois avec une noire, il y a le nom m'échappe. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? L'actrice de Il a déjà tes yeux. Qui est magnifique. Comment elle s'appelle? Oui. Qui a fait le grand. Qu'est-ce qui m'arrive? Alors... Il y a. Bon, j'ai oublié. Oui, Aïssa Maïga, merci. Aïssa Maïga qui racontait que il y avait un film romantique dans lequel elle a joué, donc c'était pas un couple noir, mais c'était elle faisait partie du couple du film romantique et elle a regardé, elle a dit qu'elle a bien regardé, c'est la première fois de toute l'histoire du cinéma français que sur l'affiche, pour un film romantique, le film romantique, c'est qu'on voit quand même les deux personnages, on a mis uniquement la tête de l'autre partie du couple, c'est-à-dire de l'homme. Et une fois de plus, je pense que c'est parce que dans les agences de com, dans les agences de distribution, dans les agences de promotion de films, etc., on s'est dit peut-être que les gens ne sont pas prêts à voir ce type de configuration. Donc oui, je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Il y a deux choses. Il y a un travail à faire à ce niveau-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas tomber de l'autre côté où, à chaque fois, on va systématiquement demander à ce que, quand il y a un noir dans un film, il faut absolument qu'il soit avec une femme noire. Ou, tu vois, typiquement, Lupin. Ouais. On va dire que de manière générale, moi, ça me dérange que dans les films français aujourd'hui, je ne vois pas de couple noir. Ouais. J'ai vu ça dans Il a déjà tes yeux et j'ai vu ça dans les films de Lucien Jean-Baptiste. Bah oui, c'est bien. Ouais, voilà. Mais tu vois, typiquement, dans Lupin, la manière dont ça a été raconté, le fait que voilà, il était dans une école catholique, enfin, je veux dire, ça aurait été compliqué de rencontrer une enfant noire là-bas. Lui-même, il y était. En tout cas, à cette époque, quoique, bref. En tout cas, je pense que effectivement, c'est un vrai point à mettre en avant, c'est un vrai point il faut qu'on en discute et il faut que ça change. Mais il faut pas. Je pense que il faut pas qu'on tombe dans dès qu'on a un film avec un noir, surtout que là, le film, il est porté. Il y a tous les côtés positifs qu'il faut voir aussi dans cette série. Bien sûr. Porté par Omar Sy. Je trouve la série incroyable. C'est un des meilleurs succès Netflix. C'est porté par un homme noir. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à célébrer nos succès. Oui, parce que pour moi, ça reste un succès pour la communauté que de voir un film comme ça. Et c'est bien, dans tous les cas, évidemment, de relever le fait que le manque de représentativité des couples noirs. Comment est né Ben Africa? Ben Africa, pardon. Comment est né Ben Africa? Hier, j'étais encore en train de me poser la question. D'accord. Non, mais... parce que, en fait, je sais
quand je vois ce qu'est Abnafrica aujourd'hui, donc plus 2 ans et demi après, je me demande si c'est vraiment, si je voyais vraiment ça comme ça, avec cette ampleur-là, avec cette direction-là. Quand tu as commencé, que tu t'es dit quoi la première fois que tu as pris ton stylo pour écrire ou je ne sais pas si tu as commencé le blog d'abord ou si tu as commencé sur Instagram avant, mais quand tu as commencé, tu étais dans quel état d'esprit? Moi, je voulais uniquement parler d'histoire noire. Tout ce que je voulais, c'était qu'on apprenne qui nous étions. Tout ce que je voulais, c'était... J'en avais marre d'entendre dans les dîners de famille ou quand je discutais avec des amis qu'on n'a rien fait, qu'on est des soumis, qu'on n'a rien fait dans l'histoire, qu'on n'est pas intelligent, etc., etc. Parce qu'il y a ce que je voyais à la télé, ce que j'entendais dans les dîners de famille, et il y a ce que j'entendais, ce que je voyais quand je discutais avec mon père, quand je regardais les livres, quand je lisais les livres de mon père, quand j'allais à certaines expos, etc., etc. En fait, ça me saoulait et je voulais que ça change. Donc, c'était uniquement histoire. Après, moi et de ma personnalité, tu vois, là, comme on parlait de Lupin et du fait que c'est dommage que le couple n'était pas, que c'était pas un couple noir, 100% noir. Ben voilà, j'ai quand même, je me suis dit oui, mais bon, quand même, c'est un film porté par un homme noir et puis c'est un gros succès. Donc, quand j'ai lancé Abnafrica, je me suis dit que si je parle uniquement d'histoire, je vais pas arriver à mettre le côté optimisme qui existe déjà dans ma personnalité. J'avais besoin d'un équilibre et de montrer des succès, de montrer des belles choses, de montrer des choses qui inspirent. Parce que l'histoire noire, il y a il y a des choses magnifiques, incroyables et grandioses, mais il y a aussi un lourd passé qui est très compliqué et voilà. Et donc, du coup, j'ai décidé d'ajouter petit à petit certaines rubriques. Je me suis dit, je voyage pas mal en Afrique et dans la Caraïbe, donc je parlais aussi de mes voyages. Je sors beaucoup, je vais donner aux gens ma petite checklist des événements afro où je vais aller. Aussi, dans l'histoire, il y a beaucoup de choses à dire, mais dans ce qui se passe actuellement au présent, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire aussi. Je vais créer aussi une rubrique afroculture. Et petit à petit, j'avais mes 5-6 rubriques d'Abnafricain. Et puis voilà, ça s'est construit un peu comme ça. Et finalement, je me suis rendu compte que des rubriques qui n'étaient pas du tout prévues à la base, c'est des rubriques qui fonctionnent pas mal. L'Afro-Agenda, il y a énormément de personnes qui sortent et qui vont à certains événements parce qu'ils les ont vus dans l'Afro-Agenda. Les voyages, on parle même pas. Pour moi, ça allait vraiment être... ça allait vraiment être quelque chose d'annexe et finalement, certaines personnes ne connaissent Abnafrica que pour ça. Donc, j'essaye de garder un équilibre entre les 3 univers, l'histoire, le présent, les événements, etc., les recos. Mais ouais, voilà, c'est comme ça. À la base, c'était que pour l'histoire et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets qui pouvaient intéresser et surtout, j'ai découvert... cet univers incroyable qui est Instagram et qui change beaucoup de choses. Justement, avec l'avènement des réseaux sociaux, dont fait partie Instagram, et je pense que c'est vraiment le réseau social aujourd'hui qui cartonne le plus, on a, grâce à ça, une visibilité beaucoup plus importante sur, comme tu le disais, les événements, par exemple, qui se passent dans le monde un petit peu partout. Grâce à toi, les événements afro, mais pas que. Il y a aussi... Et j'ai remarqué depuis quelques années l'essor des entreprises détenues par des personnes noires qui cartonnent. Je ne sais pas si ça cartonne ou si c'est parce que justement il y a cet essor des réseaux sociaux qu'on en voit, qu'on en entend parler de plus en plus. Quel regard tu portes sur l'entrepreneuriat justement des personnes noires, toi qui en plus as ta boîte, et est-ce qu'il faut se lancer? Est-ce qu'il faut se dire, allez, j'ai un truc, je me lance parce qu'il y a un potentiel derrière? Alors déjà, premièrement, je n'ai pas... Enfin oui, j'ai créé Abnafrica très récemment, officiellement très récemment, mais pour l'instant, je ne me considère pas encore comme une véritable entrepreneuse puisque je ne vends rien. Par contre, j'aime beaucoup, beaucoup ta question parce que je trouve justement que les réseaux sociaux ont complètement changé le game je suis entrepreneur, je veux avoir de la visibilité, je veux vendre mes produits, comment est-ce que je m'y prends? Il y a 5-6 ans,
ça n'avait rien, ce qui était mis à disposition n'avait rien à voir, absolument rien à voir avec ce que tu veux faire aujourd'hui. Avant, je parle de 5-6 ans, c'était encore pire avant, mais avant, en plus d'avoir un bon produit, il fallait avoir des contacts, des connaissances. Il fallait soit dépenser, il fallait passer par des intermédiaires. Il fallait aussi trouver, être sûr de toucher sa cible. C'était hyper compliqué. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je dis n'importe quoi. Je crée une marque de thé avec des herbes du continent africain. Voilà, admettons que c'est ça mon positionnement. Je connais absolument personne. Personne ne me connaît ni d'Ève ni d'Adam. En 3 mois, si je m'y prends un peu, si je m'y prends bien, je peux vraiment commencer à vendre mes produits directement. Parce qu'aujourd'hui, tu as le phénomène des influenceurs. Ouais. Les influenceurs ont de réelles communautés. La plupart des influenceurs, les bons influenceurs, il faut bien faire ses choix, ont des engagements incroyables et des passages à l'achat incroyables. Et ça, c'est comme, bon, même si là, l'intermédiaire, c'est l'influenceur, tu peux avoir accès directement à des clients, à des futurs potentiels clients, beaucoup plus facilement maintenant qu'avant. Et je trouve que les réseaux sociaux ont démocratisé beaucoup plus la possibilité, pas la possibilité d'entreprendre, mais peut-être plus la possibilité de fonctionner avec son entreprise quand on n'a pas de contact, pas de réseau, et parfois pas forcément un budget important, parce que avant, tu allais peut-être passer par des agences de com qui allaient faire plein de trucs, etc. Là, tu peux te faire une campagne de com, tu sélectionnes 5-6 bons influenceurs, tu négocies les tarifs, etc. Et puis derrière, tu as des ventes, et puis derrière, tu te fais connaître, etc., etc. Donc, je pense que c'est pour les business afro, pour les black-owned business, comme on le dit, je pense que les réseaux sociaux deviennent vraiment un outil qu'on peut utiliser et qui va changer la donne sur la manière de toucher les gens et sur la manière de vendre, d'autant plus que ça existait déjà beaucoup avant, mais il y a vraiment eu un avant et un après George Floyd, où on a vu pulluler sur Instagram les comptes de Instagram qui faisaient la curation des marques black-owned. Ouais. Et pour les pages qui sont bien faites, je pense à Je consomme noir, je pense à Consomme Ébène. Pour les pages qui sont bien faites, c'est une fois de plus un lieu où on peut communiquer, c'est une fois de plus un lieu qui rassemble de très fortes communautés. Je crois que la plupart sont à plus de 40 000, 50 000 abonnés, qui rassemblent pas mal de clients potentiels et qui permettent à ces entreprises de vendre, de grandir et ouais, de prospérer. En parlant justement d'entreprise, d'entreprise black-owned, comment on fait la différence entre ces marques qui ne font que surfer, tu sais, sur cette vague justement de la solidarité et de tous les événements qui se sont passés juste pour le profit, et celles qui ont véritablement une démarche éthique? Et voilà, comment on fait la différence? Parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur des marques qui finalement des fois n'étaient même pas qui n'appartenaient même pas à des personnes noires, ou qui avaient été mais qui avaient été revendues, des choses comme ça. Comment on arrive à s'y retrouver dans tout ça? Alors ça, c'est un point hyper important que tu soulèves, et c'est un point qui est vraiment compliqué, parce que en fait, quand on est dans une démarche black-owned et quand on promeut cette démarche-là, c'est ce que je fais. En gros, on demande aux gens de changer leurs habitudes de consommation, et quand on vend aux gens le fait de changer l'habitude de consommation, on essaye de faire en sorte que ça soit pas trop compliqué. Le problème avec le black-owned aujourd'hui, c'est que si avant ça pouvait être très simple, maintenant, certaines entreprises ont compris que ça pouvait vraiment être un argument commercial, et t'as pas mal de marques que tu vois et tu te dis c'est pas mal. Et en fait, quand tu vois cette marque-là, dans ces marques, t'as du Pan-Africa dessus, t'as de l'Africa dedans. Donc tu te dis forcément c'est une personne noire qui est derrière, j'achète. Et ça, je m'en suis rendu compte quand
préparé mon article de Noël où je donnais plusieurs recommandations de cadeaux Black-owned, j'ai réellement dû faire des recherches derrière pour remonter jusqu'au CEO, jusqu'au fondateur, aux fondatrices de la boîte, pour m'assurer que ce que je proposais, c'était réellement du buy black, tu vois. Ouais. Donc, moi, que moi je fasse le taf, ça me pose pas de problème parce que je veux que les gens se tournent vers cette nouvelle habitude d'achat. Maintenant, pour une personne qui a pas envie de se prendre la tête à chaque fois d'aller vérifier qui est derrière la marque, c'est ce que je disais tout à l'heure. Soit on va suivre des comptes Insta ou des sites qui référencent des marques, des black-owned business. Donc, tu as des comptes Insta, tu as des sites, tu as même des applications. Il y a une application qui s'appelle Black Infinite, je crois, qui fait la curation de pas mal de black-owned business. Enfin, franchement, il y a beaucoup de personnes qui ont pris l'initiative de rassembler ça sur différentes plateformes. Donc, il y a cette solution-là. Après, sur la partie ceux qui surfent sur la vague de ça ou pas, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est malheureux et c'est un obstacle en fait. Moi, je vois plus ça comme un obstacle et je me dis que dans tous les cas, sur le long terme, c'est des choses qui ne sont pas capables. Sur le long terme, on peut pas tenir avec ce positionnement-là. Je connais des marques quand je vais dans certains festivals. Je sais pertinemment qui sont les personnes derrière, mais ils s'évertuent constamment à mettre des vendeurs des vendeurs noirs en fait, tout le temps. Allô. Oui, je suis là, je t'entends. Je croyais que tu me disais que tu m'entendais pas. Non, je t'entends. Qui mettent des personnes de couleur noire sur les stands, dans leur communication sur Instagram, etc., pour qu'il y ait cette confusion, tu vois. Donc, il faut essayer de déjà prendre avoir le réflexe d'aller dans du black-owned business, c'est très bien. Parfois, si on se trompe, c'est pas grave. Je pense à mon père qui est pas du tout dans ces histoires d'Instagram, etc., et qui voulait absolument m'acheter du black-owned business pour Noël, qui a fini chez Princesse Tam Tam en se disant que c'était une marque. Il me dit, mais pourtant, quand je suis entrée dans le magasin, il y avait des blancs partout. Mais bon, Tam Tam, c'est bien nous. Hein. Je me dis, non, papa, mais merci, le cadeau est magnifique. Donc, tu vois, déjà avoir le réflexe, c'est déjà très bien. Et ensuite, quand on veut être sûr, on essaie de se rapprocher de ces plateformes qui font un très bon travail. Ouais, génial. Alors, je vais rebondir sur le voyage, parce que je suis hôtesse de l'air et que moi, j'adore ça. C'est vraiment ce que j'aime. Et sur ton blog, on parle voyage, on parle d'Afro World. Alors, déjà, quand tu as été en Afrique, alors, je reformule. Comment tu t'imaginais l'Afrique avant ton premier voyage là-bas? Alors, premier voyage là-bas, j'avais 18 ans. Comment est-ce que je voyais l'Afrique? Je pense que j'avais pas beaucoup d'attentes. Ouais. Je pense que j'avais pas beaucoup d'attentes et parce que tu vois, aujourd'hui, c'est facile de dire oui, ce qu'on nous montre à la télé, c'est faux par rapport à ce qu'on voit sur place, etc. Maintenant que j'y suis allée, maintenant qu'il y a de plus en plus de gens qui le disent, c'est facile de le dire. À l'époque, donc c'était 2010. Ouais. À l'époque, je pense que j'avais pas d'attente. Je savais qu'il y avait un truc bizarre. Je savais qu'on parlait. En fait, je voyais qu'on parlait de mon histoire bizarrement, donc je me disais que forcément on devait parler du continent bizarrement aussi. Okay. Je me disais que j'allais voir de la pauvreté, c'est sûr. Mais j'avais pas vraiment d'attente. Et en arrivant à Accra, donc c'est vraiment le tout premier pays d'Afrique subsaharienne où je suis allée. En fait, j'ai vu. On va dire que j'ai été très surprise parce que sans avoir d'attente, je m'attendais quand même au final à avoir vraiment de la pauvreté, mais comme on voit à la télé. Ouais. Tu vois, genre plein de rues avec de la poussière, des gens qui dorment par terre. Je m'attendais à un truc vraiment un peu désastreux. Et en arrivant, je ne vais pas dire que c'était parfait. C'était pas. Il y avait pas. Je suis pas en train de dire qu'Accra aujourd'hui, Accra à l'époque
que c'était la ville du futur, etc. Mais ça n'avait vraiment rien à voir avec les discours que je pouvais entendre. Ça n'avait rien à voir parce qu'en fait, je suis partie dans le cadre d'une asso et ils nous avaient préparés. On avait fait un week-end de préparation parce que quand même aller en Afrique, faut se préparer pour aller dans ce genre de contrées lointaines. Et ça n'avait rien à voir par rapport à tout ce qu'on m'avait dit. Tu vois, oui, ok, faut pas que je bois l'eau du robinet, faudra que j'achète de l'eau en bouteille. Enfin là-bas c'est en sachet. Oui, il faudra que je me fasse vacciner. Oui, il faudra que je prenne des trucs contre le palu. Mais à part ça, c'est plutôt bien différent de ce qu'on voit. Donc j'ai été très très surprise. Et je crois que c'est vraiment à ce moment-là, enfin, ça a confirmé mon envie d'en voir plus sur le continent. Parce que j'ai eu la chance pendant toute mon enfance, de beaucoup voyager avec mes parents, que ça soit en Europe, que ça soit... ils m'avaient envoyé aux États-Unis pour que j'apprenne l'anglais. On avait été à Cuba 2-3 ans avant. Enfin, ils ont vraiment... on roulait pas du tout sur l'or, mais le fait qu'on voyage, c'était hyper important pour eux. Et du coup, j'avais déjà un petit peu cette culture du voyage. Et j'avais déjà beaucoup voyagé. Et je me suis dit, j'ai 18 ans, je me sentais déjà très grande à l'époque. Et je me suis dit, voilà, maintenant, les prochaines années, je vais vraiment faire le max de pays sur le continent. Et parce que c'est un monde qu'on ne me montre pas, c'est un monde qu'on ne connaît pas. Et moi, je veux voir comment c'est réellement. Génial. Et justement, en parlant voyage, quelle est ton approche quand tu voyages? Qu'est-ce qui est important de voir pour toi, de faire, de partager quand tu vas justement découvrir l'Afro-World? Alors, sans hésitation, attends, si je dois faire un classement en 1, alors là, c'est à titre personnel, mais je le partage aussi, c'est les rencontres. C'est-à-dire que les rencontres que je fais sur place. C'est-à-dire que quand souvent on me pose cette question, de tous les pays que tu as fait en Afrique, c'est lesquels ton préféré, blablabla. Je suis incapable de répondre, et je suis pas incapable de répondre par rapport parce que tous les pays sont bien, parce que en fait je suis incapable de répondre parce que quand quelqu'un te pose cette question, c'est aussi pour eux leur donner une indication de elle a préféré ce pays-là, donc peut-être que je vais aller là. Sauf que la manière, en tout cas moi je pense, en tout cas pour moi, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, le rapport qu'on a avec un pays dans lequel on a voyagé est très très lié aux rencontres qu'on fait, aux gens qu'on rencontre sur place. Parce qu'en fait, c'est est-ce qu'on s'y sent bien? Tu peux aller dans le plus beau pays du monde, admettons que tu aimes l'architecture française et puis tous les monuments de Paris. Tu peux aller à Paris, passer une semaine, tu vas voir la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, les quais de Seine, des choses magnifiques. Si pendant une semaine, tu étais avec des gens exécrables, que quand tu demandais ton chemin, personne ne te répondait, que le Airbnb dans lequel tu étais, les gens ne te calculaient pas, mais tu n'auras jamais un rapport positif avec la France, même si tu as vu les plus beaux monuments de ta vie. Et moi, c'est vraiment, en fait, quand je voyage en Afrique et dans l'Afro-World en général, c'est vraiment c'est ce qui compte le plus, c'est les gens que je vais rencontrer. En Afrique du Sud, c'est le premier taximan dans le premier taxi dans lequel je suis montée, c'est devenu mon meilleur pote pendant les 4 mois que j'ai passé en Afrique du Sud. C'est quand j'arrive à la Barbade que par hasard on rencontre une femme dans un bar et que le lendemain on devait rentrer. Elle nous amène un des plats typiques à l'aéroport pour qu'on le mange avant de monter dans l'avion. En fait, c'est de ça dont je me souviens quand je voyage. Et c'est de là, c'est ça mon point de départ après quand je vais raconter ce que je vis. Après les rencontres, il y a l'expérience, les expériences de vie, c'est-à-dire que quand je prépare mes voyages, je fais 2 listes. J'aime pas faire des itinéraires parce que j'aime pas savoir exactement tout ce que je vais faire. Par contre, je fais des listes d'incontournables que je veux faire. Et après, le matin, je me réveille et je décide de ce que je vais faire. Et quand je voyage, il y a la liste des choses incontournables à faire. Par exemple, si je vais à Dakar, j'écris il faut que j'aille au monument de la Renaissance africaine. J'écris qu'il faut que j'aille au marché de Sandaga, etc. Et il y a les expériences que je veux vivre. Pareil, prenons l'exemple du Sénégal. J'écris que je vais aller faire un jogging sur la corniche parce que sur Insta, j'ai vu que plein de Sénégalais ils vont sur la corniche pour faire leur sport. J'écris que je veux prendre un cours de cuisine pour apprendre à cuisiner le plat traditionnel du pays. En fait, c'est hyper important pour moi de faire des activités, des expériences qui sont assez loin de ce qu'un touriste lambda fera, parce que c'est comme ça pour moi que tu t'imprègnes vraiment du pays. C'est comme ça pour moi que une fois que tu es rentré, tu dis voilà, oui, effectivement, j'ai été au Sénégal, oui, j'ai été au Rwanda, oui, j'ai été en Afrique du Sud, oui, j'ai été au Ghana, parce que tu as vraiment essayé de
cassé ce lien, tu as vraiment essayé de faire ce lien entre toi, la voyageuse qui connaît pas le pays, et les personnes qui habitent là-bas réellement, et t'es pas resté du côté du touriste, du côté de je prends des photos, du côté de ah c'est comment chez vous, ah c'est bien, etc. Donc voilà, si je vais résumer, c'est vraiment les rencontres que je fais, et donc ça, bon, c'est quand même dur à provoquer, mais en général, un petit smile, de la bienveillance, de la bonne humeur, et ça va très bien. Donc les rencontres que je fais et les expériences que j'ai envie de vivre. Mais tu vois, alors moi qui voyage aussi beaucoup comme toi, c'est vrai que j'avais jamais... Alors, j'adore le premier aspect que tu dis, les gens. Alors moi, j'adore aller chez l'habitant. Bizarrement, alors je sais pas si c'est bizarre, mais tous mes premiers voyages, mes gros premiers voyages, avant que je sois hôtesse de l'air, j'ai été chez l'habitant. Alors que j'avais pas voyagé beaucoup avant, mais voilà, pour moi, c'était la façon la plus... qui me définissait le mieux pour découvrir un pays, c'était aller chez l'habitant. Donc ça, j'adore. Mais c'est vrai que la façon dont tu abordes la deuxième partie de l'expérience, je l'avais jamais abordée comme ça, et je trouve ça super intéressant de se dire, j'ai envie de faire quelque chose, comme tu dis, loin peut-être de ce que je fais chez moi, mais qui correspond totalement au pays ou à l'île où je me trouve. Et c'est vrai que j'avais jamais pris ça dans ce sens-là. Alors c'est vrai que des fois, je me dis, tiens, je vais goûter une caipirinha, ou je sais pas. Alors moi, c'est souvent lié à la nourriture. Mais, je me suis jamais dit, tiens, je vais aller courir là, ou je vais aller faire quelque chose. Vraiment, ce côté activité liée à l'endroit, ça, jamais. Et je me dis que c'est pas con du tout, en fait. En t'écoutant parler, je me dis, mais totalement. Ouais. Ouais, et les deux sont même presque liés, parce que, tu vois, je donne l'exemple d'aller faire un jogging. En Côte d'Ivoire, j'avais été bouquinée dans l'université d'Abidjan. C'est plein de petits trucs qui font que tu es là, et les gens, ils comprennent pas ce que tu fous là, parce que les gens qui vivent pas dans le pays, ils sont dans les lieux touristiques, ils sont pas là. Ouais. Et c'est ici là que tu fais des rencontres. Et voilà, franchement, moi, je pourrais vraiment pas voyager autrement. Quels sont tes prochains voyages? Attends, juste une petite parenthèse, je sais pas si tu pourras couper. Ce sera publié quand, ce podcast? Alors, que je dise pas de bêtises, nous enregistrons donc le 21. Normalement, si je dis pas de bêtises, début février. Bon, alors, le 1er ou le 8. Ok, parce que j'annonce ce dont je t'ai parlé plutôt fin février, après la mi-février. Donc on l'annonce pas encore. On va en parler tout de suite. Voilà, okay. Mais donc je réponds à ta question différemment du coup. Donc mes prochains voyages, en 2020, ça a été très très compliqué pour la voyageuse compulsive que je suis, puisque j'ai très peu voyagé. Je suis restée surtout en Europe, sachant que ça fait plusieurs années que je voyage minimum 4-5 fois par an, en tout cas minimum une fois tous les 3 mois. Donc c'était une année compliquée pour beaucoup de gens, et très bizarre pour moi, parce que rester en France non-stop toute une année, c'est compliqué. Et du coup 2021, je réserve beaucoup de surprises sur Abnafrica. Restez connectés. Mais s'il faut que je parle de mes prochains voyages, il y en aura pas mal, que ça soit sur le continent, que ça soit sur le continent africain, que ça soit dans la Caraïbe, ou que ça soit en Amérique latine. Donc il y aura pas mal de choses. Je suis en train de travailler justement dessus, mais pour l'instant je n'ai pas de pays déterminé à te donner. Donc en 2021, on ne te voit pas, tu es partie, tu voyages à travers le monde. je vais pas mal voyager en 2021, c'est sûr. Génial. Alors, récemment, tu as remporté l'Adicom Award. Alors, je t'avouerai que j'ai voté pour toi, parce que j'adore ton travail, donc c'était juste normal. Par contre, j'ai voté, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'Adicom Award pour ceux qui ne sauraient pas? D'accord, merci d'avoir voté, c'est gentil. Les Adicom Awards, donc les Adicom, c'est la cérémonie qui récompense le meilleur de la créativité africaine, donc africaine au sens large, qui récompense le meilleur de la créativité africaine tous les ans. On a plusieurs catégories. Il y a la catégorie humour, la catégorie voyage, la catégorie sociale. Bon, il y a plusieurs catégories, comme dans toutes les cérémonies, tous les concours, et elle existe depuis 3-4 ans.
Elle est portée par une agence qui est basée en Côte d'Ivoire. Cette année, justement, pour la première fois, ça devait être au Sénégal, mais crise sanitaire oblige, ça a été fait à distance. Mais voilà, c'est vraiment la cérémonie francophone qui veut récompenser les différents créateurs de contenu afro. D'accord. Et tu as remporté celui de... Oui, Impact social. C'est ça. Exactement. Félicitations, vraiment. Merci beaucoup. J'adore les concours, j'adore. En plus, quand je soutiens quelqu'un, je suis au fond de moi, je dis, mais non, mais il faut qu'elle gagne, mais c'est obligé que c'est elle qui gagne. Dans le truc. Mais j'adore. Bah, pour être honnête avec toi, honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce que le fait de participer à un concours soit autant. Je sais pas si ça prend du temps, mais ça prend énormément d'énergie. En fait, j'étais en campagne, mais quand j'avais décidé de faire partie de ce concours, à aucun moment je pensais que ça allait être comme ça, parce qu'en plus les gens qui te soutiennent, moi je fais partie de ces créatrices de contenu qui répondent absolument à tout le monde. Pour l'instant, je me vois vraiment pas ne pas répondre, et du coup ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et bon bah je suis hyper contente que l'issue était positive, mais la prochaine fois, je m'organiserai autrement, parce que c'était vraiment, c'était comme un troisième, un autre emploi qu'il fallait que je gère en plus de tout le reste. D'accord. Bon, c'est noté, ce qui veut dire que tu vas te représenter. On verra. Alors, 3 petites questions. Alors, il en reste 5, parce que là, on approche de l'heure et je sais que tu as beaucoup de choses à faire. Donc, première question, c'est quoi une afro ou un afro-curieux? Alors, un afro-curieux ou une afro-curieuse, c'est une personne qui veut et qui voit la communauté afrodescendante de manière positive, la communauté afrodescendante de manière curieuse, de manière déterminée. Un afro-curieux ou une afro-curieuse, c'est une personne qui est intéressée réellement par la véritable histoire noire, histoire africaine, histoire afrodescendante. Un afro-curieux ou une afro-curieuse, c'est quelqu'un qui est dans cette démarche d'être conscient de ce qui s'est passé, d'être conscient de la grandeur du passé, tout en connaissant réellement les atouts du présent pour fièrement avancer vers le futur. L'Afrique, c'est quoi pour toi? L'Afrique, c'est quoi? Ouais, pour toi, ça représente quoi? Alors, ça représente quoi pour moi? Waouh! Alors, je pense qu'il y a un milliard de manières de répondre à cette question, mais la mienne, c'est le continent africain. Ça représente pour moi aujourd'hui, je ne vais pas utiliser le terme Eldorado, mais c'est un point d'arrivée. En tout cas, ça représente pour moi une des étapes importantes de ma vie, parce que je le dis parfois sur les réseaux, mais je me vois pas évoluer en France ou en Europe ou dans le monde occidental. Je me vois pas élever mes enfants non plus dans cet environnement-là. Donc c'est vraiment un lieu que je découvre, que je vois, et dans lequel j'aimerais évoluer, parce que quand j'y vais, je me sens bien, parce que quand j'y vais, je me sens moi-même, parce que quand j'y vais, je me sens alignée. En tout cas, quand j'y vais au pluriel, hein, dans les différents pays, je ne sais pas lequel sera celui où je poserai les valises, et tout le reste de ma vie d'ailleurs. Mais j'ai cette image, cette idée de l'Afrique avec toute la réserve qu'il faut quand on a ce type de projet et ce type de rêve en tête. C'est-à-dire que ça restera. En tout cas, je me prépare à être déçue ou pas, parce que même si aujourd'hui l'Afrique c'est un continent sur lequel il y a beaucoup de clichés, de plus en plus depuis quelques années, il y a cette vague de ce qu'on appelle les ripats, donc les afro-descendants qui
retournent sur le continent, donc le contraire d'expat, qui retournent sur le continent pour s'installer, créer, monter des entreprises. Et il y a un peu il y a tout un truc qui a été fait autour de ça, comme si c'était le truc à faire, que c'était limite, tu vois, le moyen d'être heureux, etc., etc. Et on entend peu le retour des ripates qui finalement ont été déçus, qui n'ont pas réussi à s'adapter, etc. Donc moi, je sais que c'est ce que je veux faire, mais je garde la réserve et l'attention nécessaire pour déjà pour réussir à évoluer comme je souhaite évoluer et si ça marche pas, de trouver les dispositions nécessaires, mais en tout cas en étant fier d'avoir au moins tenté. Est-ce que Aben Africa va se développer? Oui, enfin. Alors, écoute, je ne sais pas si c'est la dernière question, mais en tout cas, la meilleure pour la fin parce que... C'est l'avant-dernière, il en reste une et c'est la plus difficile, tu verras. Ok. Et vraiment, tu l'as entendu dans le son de ma voix, j'ai hâte parce que, en fait, comme je te le disais au début de notre discussion, je m'attendais pas du tout à l'ampleur qu'Aben Africa aujourd'hui, dans le sens où moi je parle d'histoire, je parle de choses un peu sérieuses, etc. Et je sais, et quand je fais Aben Africa, je sais que ce sont des choses qui n'intéressent pas autant que les comptes de sport, les comptes de 100% voyage, les comptes beauty, cosmétiques, etc. Et donc je m'attendais pas à ce que à rassembler aussi rapidement. Et du coup, je n'étais absolument pas préparée à gérer toute l'énergie et le temps que demande un compte Instagram avec plus de 10 000, 15 000, 20 000 abonnés. Et donc, du coup, c'est quelque chose de très positif. C'est bien quand on fait quelque chose et que les gens apprécient. Par contre, le revers, c'est que derrière, j'ai des projets pour Aben Africa en attente depuis le début de la création. En fait, tu as des choses qui vont sortir cette année qui sont dans mes objectifs tous les ans et que je reporte parce que j'ai pas eu le temps de les faire parce que le fait de gérer la communauté, ça prend tout mon temps. Et de créer du contenu uniquement, ça prend tout mon temps. Donc moi, mon objectif aujourd'hui avec Aben Africa, donc cette année, on le verra sur la plateforme, il y aura beaucoup plus de voyages. L'objectif, c'est de proposer du contenu différent. Il y a des contenus différents qui vont arriver. Je veux faire d'Aben Africa. Aujourd'hui, c'est un compte Instagram. Je veux vraiment, je veux que ça soit une entreprise, je veux que ça soit un réel média. Donc, quand on dit une entreprise média, c'est qu'il y a des gens qui travaillent. Et quand il y a des gens qui travaillent, il faut les rémunérer. Et s'il faut rémunérer des gens, il faut commencer à vendre des choses, des services. Et tout ce que je fais aujourd'hui, la plupart, en fait, l'accès gratuit qu'aujourd'hui Aben Africa restera gratuit. Par contre, pour les gens qui veulent aller plus loin, je commence à travailler sur différentes choses pour pouvoir faire grandir ce compte, faire grandir cette plateforme. C'est tout ce que je te souhaite parce que c'est vraiment une très, très belle plateforme, que ce soit ton compte Instagram ou ton blog. Vraiment, c'est tout ce que je te souhaite. Moi, je te suis et je te soutiens. Et je sais de toute façon que tu réussiras à amener là où tu le souhaites ton entreprise parce qu'il faut des entreprises comme la tienne. Et moi, ce que j'aime vraiment dans ta démarche, c'est qu'elle est bienveillante. Et il y a d'autres comptes qui font un bon travail. Hein. Là, la question n'est pas du tout de dénigrer le travail de qui que ce soit. Le travail, de toute façon, je trouve ça toujours bénéfique d'apporter des notions de savoir, sous quelque forme que ce soit. Mais c'est vrai que des fois, ça manque de bienveillance. Oui. Et je suis un peu comme toi. J'adore le positif, même si on n'est pas dans un monde de bisounours, même si, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'histoire des afrodescendants, elle a été lourde, elle continue de l'être. Il y a ça, il ne faut pas l'oublier, il faut en parler, il faut que les gens sachent, il faut que nos enfants connaissent l'histoire, mais il y a aussi du positif. Et c'est vrai que des fois, je trouve qu'on oublie de parler de ce positif ou de mettre en lumière avec cette bienveillance. Et toi, tu le fais très, très bien. Et c'est pour ça que je disais au début que tu étais solaire et j'adore ça chez toi. Donc, je te souhaite vraiment que tous tes projets se concrétisent. Merci beaucoup, Tia. Alors, la dernière question... Généralement on me dit que c'est la plus difficile. Tu me diras ce que tu en penses. Si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de ton travail ou un message que tu as envie de faire passer, quel serait-il? Si on devait retenir qu'une chose de moi, waouh, ok. Voilà. Oh mince alors, ça c'est une question
Je crois que même si je l'avais préparé, ça, j'aurais pas trouvé. Si on devait retenir qu'une chose de moi ou d'Abnafrica, ok. Bon, je pense que c'est pas la seule chose qu'il faut retenir, mais en tout cas, c'est celle qui me vient en tête. Et c'est un mot, et le mot, c'est déterminé. Pourquoi je prends ce mot-là? C'est parce que quand je vois toutes les difficultés auxquelles tu peux faire face quand tu lances ce type de projet, si je les avais vues avant, tu peux être sûr que j'aurais même pas commencé à lancer Abnafrica. J'aurais même pas, ouais, j'aurais dit ah c'est bien en fait, mais je continue à suivre les comptes, les comptes que j'aime bien, c'est mort en fait. Parce que tu vois, là je regarde en arrière et tu vois, il y a beaucoup de sacrifices qui sont faits. Il y a du sacrifice qui est fait sur ta vie sociale. À quelle fréquence tu continues à voir tes amis ou pas. Il y a du sacrifice qui est fait sur ta carrière professionnelle. Quand tu as juste à te lever le matin pour travailler et rentrer et puis te faire un petit Netflix, c'est différent que quand tu dois gérer une communauté à côté, parce que c'est-à-dire que sur les pauses déj, ben, tu manges moins avec tes collègues parce que tu dois gérer tes trucs, que des fois tu pars plus tôt et tu vas peut-être pas prendre des dossiers de ouf qui pourraient te faire évoluer à l'intérieur de l'entreprise parce que tu as cette communauté. Donc, tu as des sacrifices au niveau familial, tu as des sacrifices au niveau de ta santé. Et ce qui est fou, c'est que certains sacrifices, tu t'en rends compte après. Tu t'en rends compte après que tu étais en train de faire ce sacrifice-là, que tu étais en train de prioriser ton projet sur d'autres aspects qui sont pourtant hyper importants dans ta vie. Mais pourtant, tu continues, tu lâches pas, tu avances et tu t'adaptes. Et ça, je pense que tu peux le faire que si tu es déterminé. Et c'est vraiment ce truc-là que je veux garder dans toute la suite pour Abnafrica et dans toute la suite pour ma vie, parce que pour l'instant, c'est vraiment ce qui fait que, que malgré toutes les choses qui ont pu se passer, malgré 2-3 fois en 2020, j'avais pris la décision de réellement arrêter Abnafrica. En fait, je suis encore là et en fait, en y repensant, je me dis mais à quel moment moi j'allais arrêter ça, tu vois. Donc voilà, c'est le mot qu'il faudrait retenir de tout ça. Parfait. Mais en tout cas, Sandy, je te remercie d'avoir passé cette pause thé avec moi. C'était Merci de m'avoir invité. Super agréable, j'ai adoré. Où est-ce qu'on peut te rejoindre? Tes réseaux sociaux, le blog, est-ce que tu peux donner les adresses? Oui, alors pour découvrir mon univers, il faut aller sur Instagram, Abnafrica, ABENAFRICA. Pareil sur Facebook, mais je suis très très active sur Instagram surtout. Et sinon, mon site internet www.abnafrica.com. Merci. Et à vous qui nous écoutez, on se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de Ma Pause Café avec Tia. Prenez soin de vous. Gros bisous.